Mesdames, Messieurs, bienvenue et surtout bonne soirée chez vous. Nous sommes à cette 37e édition de votre émission Le Grand Forum. Au menu du jour, nous parlerons de Dubaï et des femmes toilettes ou porta-potty. Nous irons du côté de la cherté de la vie pour comprendre pourquoi le gouvernement a reporté à la semaine prochaine sa tournée gouvernementale. En melting pot, un seul sujet, nous évoquerons le recul du Bénin dans le classement Reporters sans frontières. Alors, ils sont prêts mes chroniqueurs, nous avons une belle actualité au niveau du déchaîné du jeudi. Ce n'est pas seulement la une qui parle déjà de la Kakagate, mais c'est surtout la BD événement dans le DDJ qui s'appelle Tata Adjatie. Je vais demander tout de suite à Tibour Saadagbe qui signe les tests de cette édition. Comment est née cette envie de nous restituer l'épopée de cette grande Dahomeyenne, on dira? Oui, déjà, il faut dire que c'est beaucoup de travail. Hein. Si c'était simplement pour le plaisir, je ne l'aurais pas fait. Mais j'ai senti quand même la nécessité pour la postérité de faire l'effort qu'il faut. Parce que la tendance qui a été lancée depuis quelques années, c'est la valorisation de nos acquis, de notre culture, de notre histoire. Et tout ça, ça passe par la connaissance et la valorisation des grandes figures. Vous avez vu actuellement, il y a une statue qui est dédiée aux Amazones. Il y a une statue qui est dédiée à Bioguera, ainsi de suite. Dans cet esprit, ces temps-ci, il y a eu quelques travaux qui ont été ressuscités sur des figures, comme par exemple la reine Tassirangbe, qui a été la seule femme qui a dirigé le royaume du Dahomey, dont on avait très peu parlé, mais sur laquelle beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs, beaucoup de littéraires sont en train de revenir. Donc dans cette foulée, je suis tombé sur l'histoire de Tata Adjatie, que j'ai trouvé quand même suffisamment éloquente. C'est-à-dire que son parcours, c'est une jeune fille qui a été raptée de chez elle à Kétou, qui a été ramenée à Abomey, qui a été gardée au palais comme une Vidomengon, comme on appelle dans le milieu là-bas, une Soudofi, et qui a été confiée à une Amazone pour être la domestique de l'Amazone. Elle a fini Amazone, à force de garder les armures et tout, d'accompagner sa marraine, parfois même sur les champs de bataille. Elle est devenue Amazone, mais plus redoutable encore que toutes les autres. Elle a fait des exploits tels que le roi lui-même en est tombé amoureux. Il a entretenu une relation secrète avec elle. C'était quel roi à l'époque? Le roi Glélé, qui a entretenu une relation secrète avec Tata Adjatie, en contradiction avec toutes les règles qui régissent la vie d'une Amazone. Parce qu'une Amazone, quand tu rentres dans le corps des Amazones, tu ne dois jamais entretenir de rapport sexuel jusqu'à ce que tu en ressortes. Très bien. Pour être concentré un peu, c'est comme... tu ne dois pas avoir d'envie une vocation. Ton mari, c'est le Dahomey. C'était ça en fait. Alors, je vais plonger dans l'aventure de cette première planche. On a Tata Adjatie Soupomra Awignon. Alors, on est en 1858, le Dahomey est en deuil. Sa Majesté Dada Gezo est allé à Alada, ça voudrait dire qu'il est mort. Il a été tué en pleine campagne militaire contre les Nagos de Kétou. Un sniper isolé du petit village Holi de Ekpo à 4 km de Kétou a visé le cortège royal et a atteint mortellement le roi en pleine poitrine. Alors, une fois la dépouille royale ramenée à Abomey et inhumée dans la plus stricte discrétion, le Gaou, ministre de la guerre de Gezo, lance ses redoutables Amazones sur Ekpo pour des représailles impitoyables. Pour le reste, je vous invite donc à plonger dans cette aventure qui va s'étaler donc sur des semaines à venir. Et surtout, nous en apprendre davantage dans cette période florissante où nous parlons de retour de nos trésors royaux dans l'histoire de notre Dahomey et dans l'histoire de notre pays, dans notre culture. Après cet intermède, nous revenons donc au menu du jour et tout de suite, nous allons du côté de Dubaï. C'est vrai, le démarrage a été un peu difficile pour moi parce que cette affaire de Kakagate, il faut reconnaître que
c'est vraiment une actualité difficile pour une femme déjà en réalité et ensuite pour la race humaine même déjà tout simplement. C'est vrai, vous allez me dire de quoi elle parle celle-là. Moi je vous dis, je vous invite à Dubaï pour resituer donc cette histoire de défécation, de scatophilie, de zoophilie et de tout ce qui s'est enchaîné cette semaine où nous avons eu à méditer sur la condition humaine d'abord et surtout sur ce phénomène de coach, d'influenceuses, de femmes battantes, de femmes célèbres, de femmes en vue qui sont toujours dans les chambres d'hôtel aux vues paranomiques, qui tombent sur un Dubaï à des nuitées qui volent dans les milliers d'euros la nuitée. Voilà un peu le résumé de tout cela quand on se rend compte que c'est du porta-potty. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, bien évidemment. Il y a encore des personnes qui arrivent à financer par leurs activités qui sont saines, je l'espère, leur voyage, leurs vacances à Dubaï. Mais le réseau est bien là. Ça a dépassé toutes les frontières du monde. Sur tous les plateaux, on en parle aujourd'hui. Vous avez compris que ça soit le premier sujet de cette émission. Alors, Tibur Sadagbe, Aboubakar Takou, rebonsoir. Bonsoir. Salut. Êtes-vous prêt pour mettre la main dans la merde? Mettre la main dans le pot, potty. Dans le pot. Je vous laisse aller comme vous le sentez. C'est une affaire de... On va Non, le sujet. moi d'abord j'ai un petit souci. C'est juste qu'il a écrit le registre, cette épopée de Tata et Adjaché là. Ouais. Tu nous as pas dit la part d'humour, de satire qui sera dedans. Il faut nous en parler parce que quand on voit Timis écrire, il y a déjà, forcément à vous faire rire jusqu'à vous faire renverser l'estomac. Déjà le récit. En fait, ce récit m'a intéressé simplement parce que j'ai vu que ça célèbre non seulement la femme, le courage de la femme, mais ça célèbre en fait l'union entre les entités, les différentes entités qui existaient à l'époque. Vous savez une femme qui quitte Kétou. Donc, en principe, Kétou c'était le royaume ennemi du royaume du Dahomey. La preuve, c'est que le roi Guézo a fait plusieurs expéditions sur Kétou. Et sur toutes les chefferies Nago au nord du Dahomey, à l'est et tout, jusqu'à Abeokuta. Mais ce Kétou, c'est pendant une campagne militaire à Kétou que Guézo a été touché mortellement et tout. C'est pas des comment on appelle, des éléments sur lesquels les gens reviennent très régulièrement parce que il y a quand même la fierté princière qu'on connaît très bien à Abomey et tout. Mais Guézo, la vérité, c'est que le roi Guézo a été tué sur le champ de bataille. Il n'est pas mort dans son lit. Et du coup, la fierté du royaume, des soldats du royaume d'Abomey a été touchée. Il fallait vraiment venger. Il fallait montrer à ces gens-là que ça ne passera pas impuni. Donc on envoyait les Amazones. Les Amazones à l'époque, elles avaient un rythme, elles avaient un tambour. Dès qu'on commence par jouer les tambours sur le champ de bataille, tu es n'importe qui, tu vas faire dans ton caleçon. Donc ce sont les Amazones qu'on envoyait dans ce petit village qui avec pour mot d'ordre de tout raser. Parce que c'est là que le roi a été atteint. Et selon le livre du professeur Maurice Aranzo-Glélé, qui fait partie de mes sources et tout, le roi s'était arrêté parce qu'il a vu un Tolegba, le Tolegba de Ekpo, et il voulait juste contempler le Tolegba. Il a fait face au Tolegba, donc les palanquins ont descendu, ils regardaient. Quand il y a un habitant de Ekpo qui avait déjà été victime de la razzia de ces soldats et tout, qui s'est dit, tiens, quand il a vu le cortège venir, il s'est mis en embuscade avec son fusil. Et le roi vient et devant, il demande au palanquin de baisser le truc pour qu'il regarde, contemple le Tolegba. Il se met à contempler le Tolegba. Le gars tire. Il tire, ça ne touche personne d'autre que le roi. Et ça touche le roi là où il ne faut pas. Instantanément plutôt, le roi rend l'âme. Donc, le cortège a filé directement sur Abomey. Et on ne pouvait pas annoncer aux Aboméens que le roi est mort sur le champ de bataille. Donc il y a eu un ensemble de mise en scène et tout pour donner le sentiment. Pour faire avaler la pilule. Voilà, pour faire avaler la pilule. Donc après, on a envoyé les Amazones pour aller venger. Donc les Amazones sont allés raser totalement et en revenant dans les captives,
il y a la petite fille de 8 ans qui vient et qui finira dans les sommets de la hiérarchie à Abomey. C'est-à-dire, c'est pour dire que l'histoire parfois nous a été présentée de façon erronée. Les Nagos n'aiment pas les fonds n'aiment pas les Nagos, les Maquis n'aiment pas, non. Il y a des gens qui ont été élevés dans le royaume d'Abomey qui n'étaient pas des Aboméens. La plupart, il y a beaucoup de Haoussa. Quand on lance Tibur Sadagbe sur le chemin de l'histoire, si vous ne le savez pas, il risque de nous bouffer les 15 minutes si on ne l'arrête pas. La preuve Tata Dregbe, qui est devenue l'épouse de Glélé, elle est d'une tribu qui a tué le père de Glélé. Vous savez ce que ça signifie à l'époque? D'épouser et même d'honorer cette personne au point même de faire figurer le récit de Tata Dregbe dans les bas-reliefs. C'était pas n'importe qui figurait, c'était les rois. L'histoire des rois qui figuraient dans les bas-reliefs. Et quand tu regardes les bas-reliefs à Abomey aujourd'hui, tu vas voir une femme qui est en train d'assommer quelqu'un avec une hachette. C'est Tata Dregbe. Et c'est elle qui a... Très bien. Cette descendant existe jusqu'à présent. Donc, voilà, donc c'est l'histoire qu'on a décidé de... On a compris. On revient à Dubaï. La fortune de permettre aux Béninois... Voilà, de mieux connaître leur histoire. Et d'aimer... On va porter ou porter ou tout ce que vous voulez, mais... On va à Dubaï ou pas? Décidément, on est à Dubaï déjà. Décidément, vous êtes petit. Bon, on y arrive. Bon, maintenant, comme... ça sent... Ça sent... Donc, envoie-moi ta question. Bon, la première question, c'est, on a remarqué tout de suite à l'éclosion de ce scandale que tout le monde est tombé en fait sur la femme qui brille, sur la femme qui se dit battante. Pourquoi? Oui, d'abord parce que je n'ai jamais compris contre quoi la femme se bat. C'est-à-dire l'histoire de femmes battantes, femmes ceci. Après, ça a montré tout de suite ses limites. Vous voyez, on a compris que c'était beaucoup plus de l'escroquerie que toute autre chose. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup à faire. Et comme d'ailleurs on a souvent dit, on a exhorté les femmes à vraiment prendre leur destin en main, à ne rien attendre de quiconque et tout. Mais le mouvement de femmes battantes qui est né beaucoup plus sur les réseaux sociaux d'ailleurs, parce que les vraies femmes que nous on peut qualifier de femmes battantes, on sait où on les trouve à Topa, on les trouve en train de passer de maison en maison, demandant s'il y a quelque chose à laver, est-ce que vous avez... voilà, les vraies femmes battantes, c'est ça. Il y a celles qui ont des trucs sur la tête avec leurs enfants, leur bébé au dos, qui parfois, vous avez de ces images là où elle est fatiguée, elle s'est promenée toute la journée, elle est en train de dormir au bord de la voie, et son enfant à côté, et son étalage là. Je crois que ça, c'est des images, c'est vrai, touchantes, mais c'est des images de femmes qui ont refusé de baisser les bras. Les vraies femmes battantes, à mon avis, c'est ça. Alors, mais quand on est tombé dans le piège, dans la spirale de la définition que les réseaux sociaux ont voulu nous donner de la femme battante dans les sociétés modernes, entre guillemets, africaines, les sociétés 2.0, on est tombé dans un schéma où le bling-bling a pris le dessus, où une femme, quand tu n'es pas capable d'exhiber un sac à main Louis Vuitton, d'exhiber un iPhone et tout, qui est bêtement cher, parce que je me demande quel est l'intérêt pour une femme d'avoir un téléphone de 1,5 million. Donc elle ignore même ça ne change pas. Oui, et puis un téléphone de 1,5 million, ça ne change pas la voix de celui qui t'appelle. Et ça ne change même pas ce qu'il veut te dire. Si je me mets à l'attaquer maintenant, donc, ça va être dangereux. Parce que donc, moi, je sais ce que je fais avec mon téléphone. Je travaille avec mon téléphone et j'ai besoin d'un téléphone high-tech. C'est ce qui fait que la fête... Non, on ne peut pas m'attaquer facilement comme ça et puis je vais me taire. C'est ce qui fait que quand la fête... Comment il ne veut pas écouter ce que je dis? La fête est prête à porter. Non, mon téléphone a 1,5 million là. Je dis ce que ça fait. Oui, je dis ce que mon téléphone fait. Oui. Il m'aide à travailler. Et ça, je peux en témoigner. C'est justement parce que moi, je peux en témoigner que je dis, mais tu ne vas pas me dire que, enfin, toutes les femmes qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout, qui exhibent ce genre de téléphone, elles le font pour quelque chose. Ça ne laisse absolument rien. Parfois, elles n'ont même pas à manger. Mais comment quelqu'un qui n'a pas à manger peut avoir un téléphone? Mais elles sont en business class. Elles boivent du champagne. Oui, grave. Elles ont des liasses de billets qui peuvent nourrir... Bon, j'aimerais répondre à la question. Moi, je ne sais même pas. Vous savez que moi, je ne sais même pas boire du champagne. C'est-à-dire, si je veux te faire plaisir, tu m'offres du champagne, je vais boire. Mais ne pense pas que je prends un plaisir. Ce n'est pas dans ma gamme de goût. Je dirais que l'histoire de Porti Porta, là,
ça pose un problème de déshumanisation de notre environnement. Voyez-vous, ceux dont nous faisons la promotion sur les réseaux sociaux sans le savoir, ne sont en fait pas de l'élite, des gens qui méritent une certaine promotion. Je donne un exemple, je vais appeler des noms. Ça ne me gêne pas. Quand on prend Clara, qu'est-ce qu'on peut retenir de la fille béninoise Clara Depien? Rien. Mais aujourd'hui, on la bombarde du sulfureux titre influenceuse. Et à ce titre, elle va à Dubaï, elle s'exhibe aussi. Non, mais on la reçoit même sur des plateaux aujourd'hui. Là, non, c'est la faute à nos confrères. Et le problème posé est un problème récurrent, c'est un problème trop grave même. Parce qu'à nous, journalistes, hommes des médias, d'aider à faire le distinguo entre la femme référence et la femme qu'on devrait cacher. Parce que les réseaux sociaux, toute personne peut s'offrir une tribune, s'exhiber, montrer ce qu'elle veut montrer. Il revient aux professeurs des médias, aux journalistes, d'aider les populations à faire la part. Et la jeunesse surtout, parce que nous sommes des éducateurs. Si on ne commence pas à donner aussi dans cette tendance bling-bling qui consiste à habiller en soi ce qui n'a pas ce caractère, eh bien nous allons faire le lit à cette vilaine tradition qui permet du moins aux gens, aux Émiratis, en griffes, de jouir, de se donner à tous les fantasmes possibles. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des agences qui sont créées pour ça. Quand tu parviens à réussir à focaliser l'attention sur toi, eh bien les agences te contactent. Te paient le billet. Quand tu passes en fait le casting. Le casting, toi-même, on te récupère, on t'amène à Dubaï et ça permet aux gens fortunés de se donner à leurs fantasmes. Se défouler sur toi. Se défouler. Même, vous imaginez, quand un jeune homme a un entrejambe assez fourni et qui parvient à l'exercer sur les réseaux sociaux, on capte, on dit bien, voilà quelqu'un de bien membré, l'agence le contacte, il va là-bas, et je crois que le féminin de Chabot, c'est Chamel, non? Et on l'offre à la chamelle du patron qui prend du goût à se faire sauter par un engin rocambolesque qui est sur un homme. Tu vois, tout ça c'est du fantasme. On parle d'un interdit de jouir, on parle d'un interdit de s'offrir des moments de plaisir comme ça. Il revenait à l'État ou à la police, la police des mœurs, de veiller à ça, parce qu'il ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Non, au contraire, je me dis peut-être qu'ils financent ça. Pourquoi? Je n'en sais rien. Alors, Abou parlait de déshumanisation, parce que j'évite de parler de l'acte en lui-même, de cet acte où on voit un homme déféquer sur une femme qui prend du plaisir en griffe. Qui prend le plaisir, c'est l'homme ou la femme? On a vu quand même une femme qui prenait du plaisir à la paix, des excréments. Elle ne prend pas du plaisir, c'est l'homme qui défèque et qui voit. Il ne voit pas puisqu'il fait d'eau. Il fait d'eau et c'est elle qui est face à la merde. Non, ça c'est enregistré. Bon, bref, moi, c'est la question que j'ai envie de poser. L'image me fatigue encore. Et je dis... Il a parlé de déshumanisation. Et j'ai envie de demander pourquoi, depuis nos États, ne réagissent pas contre cette dégradation de la vie humaine. Oui, justement, il y a quelque chose qu'il faut régler avant d'aborder le sujet à ce niveau. Voyez? Parce qu'il y a le commentaire simple qu'on peut faire, que tout le monde peut faire. Mais il faut aller plus loin. Il faut se demander c'est quoi Dubaï. Quand on aura fini de comprendre Dubaï, comment Dubaï est né et pourquoi Dubaï. Dubaï, en fait, c'est une réaction d'orgueil arabe à la domination du monde occidental. Et ce qui se passe à Dubaï, vous voyez, il y a beaucoup de pays aujourd'hui, quand on prenait le Qatar. Pourquoi le Qatar achète le Paris Saint-Germain? Pourquoi le Qatar, Paris, achète les plus grands hôtels? Pourquoi? En réalité, il y a une revanche que le monde arabe est en train de prendre sur, je peux dire, l'Occident, sur tout ce que l'Occident leur a vendu pendant 2000 ans. Le clinquant de l'Occident. Mais alors qu'ils fassent ce genre de trucs avec les Européens, pourquoi ils s'en prennent à nos filles? Mais il n'y a pas que nos filles, en fait. Il n'y a pas que nos filles. Il n'y a pas que nos filles, il y a pire. Vous voyez, par exemple, si vous allez à Doha, aujourd'hui, vous allez retrouver la réplique
de toutes les grandes universités américaines, les universités les plus chères. Donc les gars sont là-bas, tous les professeurs de ces universités ont des heures de cours au Qatar. Avec Qatar, on voit par exemple une compagnie aérienne comme Qatar Airlines. Un pays comme le Qatar, c'est quel marché pour une compagnie? Pourtant, les Airbus A380, le marché le plus grand pour ces Airbus sera pratiquement c'est le Qatar. Donc où les Airbus voyagent à moitié au tiers remplis. Mais ça ne gêne personne. Donc il y a une question de revanche. Il y a une question d'image. Et c'est dans la gestion de ces images qu'une ville comme Dubaï a été inventée de toutes pièces. Et quand vous voyez, c'est de l'extravagance. Et il y a une certaine communication autour qui accompagne. Vous avez, genre, on construit sur la mer, on fait des et puis il y a de la neige dans les malls. On invente, et puis on montre, on pousse les limites de la technologie pour montrer que, en fait, tout ce que vous avez en Occident, vous pouvez l'avoir chez nous aussi. Mais le sentiment qui amène à créer Dubaï, c'est pas un sentiment positif, c'est un sentiment de revanche. Donc, en même temps qu'ils sont en train expliquer, voilà, en fait, ça peut expliquer. En même temps qu'ils sont en train de se comparer aux Occidentaux, en même temps, ils sont en train de nous montrer qu'on n'est pas pareil. En fait, je peux dire que c'est un problème de racisme, en fait. Oui, ce qui se passe, le porte-à-potie, tout, c'est du racisme. C'est une manifestation du racisme. On leur a fait quoi? Nous montrer que nous sommes des sous-hommes. Mais on leur a fait quoi? Parce que même nos filles, parmi nos filles, la preuve, il y a eu l'affaire des Noirs qui étaient vendus comme des esclaves en Libye récemment. Et tout ça, c'est un peu partout. C'est un réseau. Vous avez toute la bande du Maghreb jusqu'au Proche et Moyen-Orient. L'Africain n'est rien du tout. Vous connaissez l'histoire de Séré Dié qui a raconté son parcours, comment elle est devenue. Attends, il a souffert. Il a vraiment souffert comment on appelle du racisme. Si vous voyez aujourd'hui que la qualification des Lions indomptables du Cameroun n'a jamais été acceptée par les Algériens, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que... Mais c'est qu'ils se disent des Noirs ne peuvent pas les éliminer. Donc tous les jours, ils inventent des histoires dans leur texte pour montrer que ça ne peut pas être vrai, c'est faux. Donc en fait, l'affaire de porte-à-potie, où on déshumanise nos sœurs, parce que c'est eux-mêmes qui viennent les récupérer. Ils voient celles qui brillent, celles qui en fait ont un peu d'impact dans la société. Et qui est de baisse légère, au passage. Ils posent les pièges. Et puis ils les récupèrent et ils les déshumanisent. Eux, ça leur fait du bien. Voyez? C'est-à-dire ça alimente en fait leur côté négatif pour montrer qu'en fait le noir n'est rien du tout. Donc au-delà de tout, voilà ce que ça signifie. Très bien. Ça nous permet de recontextualiser le pourquoi de cette situation dégradante. Alors, depuis, justement, quand on parle de celles-là qui sont identifiées, quand on parle de celles qui sont choisies, on se rend compte que la toile s'est enflammée. Depuis, et on s'est rendu compte que... Ça peut aller aussi. Voilà. Qu'on s'est rendu compte que les coachs, les influenceuses, elles sont toutes montées au créneau. Certaines même se sont montrées absolument hostiles. Rien qu'à l'évocation de Dubaï sur la toile, un peu pour dire qu'aujourd'hui, plus personne en fait ne veut être raccordé à Dubaï. C'est la réalité. Elles montent au créneau pour rappeler qu'elles ne sont pas concernées par cette histoire de merde. Elles rappellent qu'elles sont des femmes battantes et qu'elles ne sont d'aucune manière... Voilà. Alors, moi, j'ai envie de vous demander comment on peut justifier justement cette vie de ripaille et de paillettes de ces demoiselles sorties de nulle part qui aujourd'hui font des investissements, mais colossaux, roulent des véhicules vraiment à des centaines de millions et qui mènent une vie de rêve à plein temps. Elles nous corrompent déjà parce que corrompent nos filles. Quand vous voyez, je ne veux pas donner de non plus que ça, vous les voyez dans un lit, dans une chambre d'hôtel assez huppée, avec du dollar autour, ça suit des vocations au niveau de nos filles, de nos petites sœurs d'ici. Or, c'est ce qui est dangereux. J'ai dit tout à l'heure que la faute, c'est aux réseaux sociaux. C'est le blanc qui l'a inventé, c'est l'Occident qui a inventé sa chose. Et nous, Africains, bon, on se retrouve dedans, on se donne à cœur joie à être sur ces réseaux sociaux, à capter tout, jusqu'à capter ce qu'il ne fallait pas pour nous. Ces réseaux sociaux font la promotion de ce qu'on ne doit pas promouvoir.
Par exemple, les femmes qui se disent coach là, pour la plupart, sont mariées. Elles sont telles qui conseillent les autres femmes à rester au foyer. Je dis qu'il y a une amalgame terrible qu'il faut vite censurer. Malheureusement, on n'y peut rien parce que quelqu'un qui a son compte Facebook, tu n'y peux rien. Alors, Aboubacar le dit si bien, il dit les réseaux sociaux sont pour beaucoup dans la propension de cette façon, ces pratiques-là. Alors, de la vermine. Non, mais en fait, si tu le permets, il y a quelque chose que je me dis toujours. Regardez ce que vous appelez influenceuse aujourd'hui et donnez-moi le parcours d'une vraie influenceuse. Non, c'est qu'elles font. Non, d'abord le parcours qui a grandi dans une vraie famille, qui a fait de bonnes études, qui a fini avec de bons diplômes, qui a un bon emploi. Non, on prend Clara. Aucun n'ayant fait ce parcours ne devient influenceuse. Très bien. Ça veut dire que finalement, les réseaux sociaux sont devenus un exutoire pour tous ceux qui ont échoué dans le parcours normal. Donc les réseaux sociaux sont arrivés il y a 5-6 ans, 5-6-7 ans. Et d'ailleurs, c'était eux qui avaient le temps, qui ont plongé dessus, qui ont trouvé l'occasion de prendre leur revanche. Donc c'est dans cette revanche-là qu'elles ont été exposées à ce type de phénomène, à ce type de piège. On a d'ailleurs assisté à l'éclosion de certaines réactions sur la toile au sujet donc de ce scandale-là. C'est des filles qui assument Dubaï, disent qu'elles ne chieraient pas sur Dubaï, disent que Dubaï leur permettrait de construire des maisons, d'avoir une vie plus décente, et qui revendiquent même Dubaï. Comment on explique toujours ça? C'est l'échec. Elle n'a pas de famille, ces filles-là. Non. Vous savez, la cellule familiale, c'est une école. La cellule familiale est indispensable. Une fille issue d'une famille, je ne parle plus de bonne famille ou de mauvaise famille, issue d'une famille, si elle tient ce discours, il revient à la famille de lui montrer que ce n'est pas le chemin. Ça manque. Oui, je crois que ce qu'elle essaye de dire, c'est que il y a des gens qui sont en train de dire Dubaï, ce n'est pas que porte-à-pote. Mon Dubaï à moi, j'y vais avec mon billet d'avion. Mais je dis maintenant, vous faites quoi à Dubaï? Expliquez-nous un peu. On connaît Dubaï, on s'est dit. Parce que Dubaï, en fait, Dubaï a été construit. Et tel que c'est construit, ça devrait être en fait un lieu propice pour le secteur tertiaire. C'est-à-dire, ce n'est pas un lieu où tu vas quand tu n'as pas quelque chose dans la tête. Quand tu n'as pas... C'est-à-dire, les activités à Dubaï, c'est le secteur tertiaire. Alors, essentiellement le commerce. Oui, mais ok. Le tourisme. Le tourisme, c'est quand... Pour le tourisme, ça veut dire que c'est toi qui as ton argent et qui va en tourisme à Dubaï. Mais les gens, les influenceuses et tout qu'on a là, c'est quoi? Elles ont quel moyen pour aller en tourisme? Il y a quelqu'un même qui a dit, il y a quoi à aller découvrir? Mais pourquoi quand elles y vont, on ne les voit jamais dans les malls en train d'acheter, de montrer leurs conteneurs qui sont remplis de marchandises, de les voir en fait sur le terrain en train de faire leurs achats? On les voit juste au bord de piscine. Je trouve que les plus dangereuses, c'est celles qui actuellement, au cœur de ce tourbillon, ont commencé par dire non, moi je vais avec mes non, elles peuvent se taire. Parce que je dis, mais finalement, mais pourquoi vous n'allez pas à Shanghai? Pourquoi vous n'allez pas à Singapour? Pourquoi vous n'allez pas à Hong Kong? On connaît quand même les lieux où se trouvent aujourd'hui les activités. Mais pourquoi c'est à Dubaï que vous allez? C'est le hub de la dépravation et de la déshumanisation. Parce qu'après, justement, quand elles y vont, comme tu le dis, on ne voit jamais les photos où elles sont avec leurs clients, leurs fournisseurs. On les voit toujours avec les aigles sur le dos de chameau, dans le désert en train de... Dans un lit avec des billets. Et surtout dans les jacuzzis en train de... Dans un lit comme ta copine qui se met vaste comme un trèfle dans un lit avec plein de billets. Je dis, mais quel est l'argent que tu gagnes normalement et que tu es obligé de montrer. Alors qu'il y a une loi. Finalement, je me suis même dit il y a un plan de com, tout ça derrière ça, et qui est très, très structuré. On dirait qu'on les oblige même à montrer ça pour attirer du monde. Alors, et je soupçonne d'ailleurs, parce qu'il y a il y a un jeune que je vois, et dont tout le monde parle, et qui pose en Lamborghini, Maserati, et qui tout le temps montre à Dubaï, voici ma chambre d'hôtel, voici à quoi ressemble ma douche. Ah, tu veux dire par là que des hommes aussi sont dans le... Ah ben bien sûr, il y a même eu des témoignages cette semaine. Avant l'affaire du porte-à-pote, personne n'en savait rien. Donc c'est comme ça que les révélations vont se faire. D'abord, quel est l'intérêt, quand tu es allé à Dubaï, de nous montrer ta chambre à coucher? Non, mais même encore montrer la chambre, mais c'est de montrer les billets, les grosses voitures, les grosses caisses à 20 ans, 25 ans. Non, mais les gens montrent jusqu'au WC. Oui. Quelle est l'utilité? Si tu as un agent
publicitaire. Immobilier. Non, si tu es un agent immobilier ou publicitaire et tout, moi je suis d'accord. Tu peux montrer en disant si vous voulez acheter ou bien si vous voulez venir à Dubaï, je vous conseillerais l'hôtel. Mais tu sens que c'est pas ça. C'est l'envie qu'on veut donner aux autres de venir. Tout à fait. Mais toi, tu es qui pour Dubaï? Susciter de d'autres vocations. Oui, pour donner envie à des pauvres. Pourquoi tu ne donnes pas envie aux Européens? Ceux qui ont les moyens, ce n'est pas les Africains. Donc, s'il y a un public à conquérir par Dubaï, en principe, ce n'est pas nous. C'est ceux qui ont les moyens. Bon, pourquoi? Vous ne trouvez pas que c'est louche? Il y a quelque chose de très très louche. Je reste avec vous pour prendre sur le sujet votre carton. Ce sujet est vaste, hein. Quoique, on ne doit pas finir de dossier, on doit consacrer tant de... Je ne sais pas. Oui, c'est pour ça qu'on en a... C'est vrai que je suis... Non, maintenant, évoquons quelle est la part prise par les pouvoirs publics pour nous éviter ces gens. Mais on a bien constaté depuis que le scandale a éclaté, le silence autour de ce scandale, pendant que tous les plateaux de télé s'embrasent. Personne me dit que le jour où vous allez voir une Rwandaise dans ce genre cette affaire-là, elle ne pourra pas rentrer à Kigali. Hein. Oui, là c'est un pouvoir. Voilà, ça c'est clair. Elle ne peut pas aller faire ce truc-là. Si ça circule, elle ne rentrera pas à Kigali. Et le pouvoir de Cotonou? Alors, en fait, c'est parce que nous aussi, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Vous voyez? C'est-à-dire, on veut quelque chose de son contraire. On va demander là au pouvoir de se montrer ferme. Dès que le pouvoir va être ferme, on sera encore les premiers à demander qu'il adoucisse. D'aller doucement. Donc, c'est compliqué, c'est complexe. Sinon, effectivement, l'État est en droit. C'est comme quand ton enfant sort. S'en va et revient, tu as le droit de lui demander d'où tu viens. Et surtout, d'où tu tires ces revenus-là. Voilà, donc l'État a le droit de dire, c'est vrai, quand tu reviens de ce lieu-là, qu'est-ce que tu es allé faire? Explique-nous. Ou bien quand tu veux y aller, quand on sent que c'est là-bas que tu vas, et qu'on connaît tes activités, on sait que tu n'as pas les ressources, tu n'as pas le profil, il n'y a pas un truc que tu peux aller faire là-bas. On peut essayer de comprendre davantage. Au sein de nos familles, tu vois, quand tu vois une demoiselle qui commence par devenir plus propre, on lui demande... Les voisins demandent à sa maman, à ses parents. Et non, ta fille, elle sort avec Benoît. Benoît fait quoi? Ils disent de façon coquinade, Gaïman, ouais. Il est Gaïman. Et le cas aussi vient, tout mignon. Oui, en ça fait, dit rien. Oui, c'est la déliquescence des valeurs. C'est-à-dire, on se dit... le matériel prend le pas sur... Je me demande, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que nous ayons une police des mœurs? On se dit... Non, la police de mœurs, ça existe. Non, une vraie police de mœurs qui est là, cachée, et qui frappe, réglemente. Bon, d'abord, moi, je crois que ça ne sera pas si simple. Vous voyez, il y a les lois qui existent déjà, et ce n'est que dans l'utilisation de ces lois qu'on peut régler un certain nombre de problèmes. Vous voyez, aujourd'hui, la CRIET, quand même, est très active sur le côté des Gaïman et tout. Il n'y a que de cette façon, pas les lois. Mais on ne peut pas faire de l'inquisition. C'est-à-dire, à un moment donné, ça va ressembler vraiment à de la tyrannie. Tout à fait. Je prends votre carton. Non, depuis que je voyais le jaune dans ta main, ça ressemblait un peu... à la fameuse... tu voyais le jaune. Oui. Bon, donc... on va quand même pas donner un jaune. Voilà, le jaune ne va pas exprimer, il ne va pas exprimer la répugnance que le sujet m'explique. Donc c'est le rouge. Mais comme il n'y a pas ce truc en rouge, bon, donc je me contente quand même. Je fais avec. Le rouge aussi. Le rouge. Et le rouge pour les pouvoirs publics. Oui, le rouge pour tout ça, parce que je crois qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de pervertir nos enfants. Vraiment. Et que la démission des parents qui se font de moins en moins regardants sur les exigences qu'ils attendent véritablement de leurs enfants, favorise un tant soit peu cette facilité à convoyer vers ces façons de faire. Parce que lorsque vous avez des ambitions pour vos enfants, vous n'acceptez pas qu'ils fassent dans autant de facilité. Et un enfant qui ne fait rien et qui subitement se met à prendre un appartement bien achalandé à Fidjrosset, se met à acheter de grandes voitures, on ne l'interroge pas, on ne veut pas savoir ce qu'il fait, tant que les oncles et les achossous de la famille ont 10 000, 50 000, ils la bouclent et puis se mettent à déifier cet enfant-là. Et ça nous ramène encore à cette phrase célèbre du président de la République qui parlait de Fowa, justement. Même les plus petits enfants qu'on aurait pu naître 1, 2, 3, 4 fois, on commence par leur dire Fofo, tonton, parce que justement c'est lui qui commence par payer les factures d'électricité. On est totalement dans l'irresponsabilité
compliqué. Et ça commence par donner au matériel trop de pouvoir dans notre vie. Les valeurs se perdent complètement. C'est une déliquescence totale de ce qu'on avait comme tradition et qui faisait que même quand à l'intérieur de vos foyers, vous n'êtes pas bien éduqués, on comptait sur le dehors pour vous ramener dans le droit chemin parce qu'on se disait, si à l'intérieur ça ne va pas, dehors, on vous ramènera dedans. Mais aujourd'hui, l'individualisme a fait que chacun court pour lui-même et limite, on ne s'interroge plus sur ces véritables fondements-là. Et c'est à ce moment que normalement l'État devrait prendre le relais. Mais voilà, l'État aussi est, je crois, dépassé par les questions de développement, les questions d'infrastructure et la société en pâtit malheureusement. On va donner un très rouge carton à cette caca-guette, à cette caca-merde et on va espérer en tout cas que Dieu veille sur nos enfants et continue de veiller sur nos familles parce que ça craint vraiment. On est allé à l'école, on continue de travailler, de s'acharner et quand à côté on voit des demoiselles qui ne foutent rien, qui exhibent à longueur de journée des dollars, des euros et qui roulent carrosse, on se pose des questions sur la difficulté de se réveiller le matin pour affronter sa journée, se demander si c'est encore vraiment nécessaire. Et c'est ce que les filles aujourd'hui, pour la plupart, elles se disent, mais est-ce que c'est encore utile de se fatiguer pour faire quelque chose quand facilement, avec son téléphone, on peut devenir influenceuse et puis gagner de la crypto-monnaie à droite à gauche. Parce que pour être influenceuse, il faut commettre une grosse bêtise. Et puis je me dis qu'il y a quand même sur un point précis que le pouvoir public actuellement peut frapper. Oui. Vous voyez, sur TikTok, je ne sais pas quoi, il y a cette fille qui se présente et qui défend, et qui dit que maintenant on vous dit de venir bouffer de la merde et d'avoir les moyens de construire chez vous. Il faut la repêcher. En tout cas que elle est prête à le faire. Très bien. Et elle dit même comment elle peut le faire avec du vinaigre et du coca. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut une police des mœurs qui tasquent la tête d'inquisition. Moi je trouve que quelqu'un qui affiche ça, il faut la punir sévèrement. Actuellement dans notre code numérique, là. Oui, dans le code du numérique, on a de quoi vraiment réprimer ce qu'elle a dit. Parce que... Dans une système, c'est la démission de l'État. Oui, ça n'a aucun sens. C'est comme si, comme on le dit dans certaines langues, c'est comme s'il n'y a pas de photos de vieilles personnes, de grandes personnes dans leur maison. C'est-à-dire une histoire comme ça où tout le monde s'indigne. Il y a quand même quelqu'un qui s'exhibe, visage découvert, et qui dit, moi je le fais. Elle fait du buzz. Il faut la décourager. Et comment? Bon, nous revenons... je ne sais pas si c'est du buzz, c'est très mauvais buzz. Non, c'est ça qui les lance, non? Nous revenons par quel buzz? pour parler justement du deuxième thème où on abordera le report de la tournée gouvernementale au 12 mai prochain. A tout de suite après cette séquence publicitaire. Nous sommes de retour et nous abordons l'ajournement de la tournée gouvernementale. Ce 5 mai, une coïncidence, on va dire ça comme ça, a été prévu normalement le déploiement sur le terrain du gouvernement pour justement revenir sur la cherté de la vie et surtout sur les mesures qui ont été prises pour alléger un tant soit peu la vie du contribuable. Alors, on apprend aujourd'hui, en tout cas depuis quelques heures et hier, je crois que c'est tombé dans le domaine public, que cette tournée a été avortée et qu'elle va véritablement démarrer le 12 mai prochain. Il se dit que cela a été pris parce que tous les éléments n'étaient pas complètement harmonisés sur le terrain et qu'il fallait utiliser ce report-là justement pour permettre à toutes les troupes d'être mobilisées et synchro au niveau de toutes les dispositions prises. Alors, j'ai envie de vous demander, selon vous, est-ce que cette raison qui a été évoquée est la bonne? Moi, je dirais que cet ajournement, on peut l'appeler ainsi, est la preuve même du sérieux que la République donne à cette sortie-là. Ça montre aussi que la question qui sera débattue au cours de la tournée est une question cruciale. Comment expliquer aux Béninois les raisons profondes de cette cherté de la vie et comment booster en nous cette résilience sans laquelle nous ne pourrons pas supporter ce qui se présente à nous. 100 fois sur le métis, et 100 fois sur le métis disait Boileau, et qui voyait menacer sa monture,
je trouve que cet ajournement vient normalement pour montrer aussi que, vous savez, au sein de la rupture, quand c'est le président Talon, il ne fait pas les choses dans du à peu près. Il sait souvent mettre les petits plats dans les grands pour atteindre ses objectifs. Je crois que le fait de déplacer un peu la date, ça va les aider à mûrir les réflexions afin que cette tournée soit réellement atteindre ses objectifs et que ce soit une réussite. Car tourner sans atteindre les objectifs, je crois que ça va être du gâchis. Et vous savez que quand l'argent public est engagé, le président Talon, il est plus pingre que qu'on appelle la lava de Bolier. Bon. Non, Apagon. Donc Apagon dans sa tombe. Tu veux que je t'aide à donner le mot pour qualifier Agbono. Non. Il y a des gens qui... Je ne sais pas sous quel contrat tu réussis à dire ce genre de choses. Et tu viens embarquer les gens dans son truc. Le contrat là, je reproche au monsieur de ne pas sortir de l'argent. Ah mais je ne sais pas sur quoi toi tu comptes. Et tu veux que moi je t'accompagne dedans. Non, toutes les fois où on a répliqué engagé, on voit le président vraiment tatillon, il ne veut pas sortir des sous. C'est ça, hein, c'est ça. Bref, quand il commence pas à faire son goudounon là, pas goudounon, c'est son candidat pour commencer là. Voilà, candidat pour commencer, c'est ça que je cherchais, pile poil. Alors, Tibur Sadagbe, ce souci d'affûtage de cette sortie gouvernementale, Aboubacar l'évoquait tout à l'heure, montre en tout cas un certain besoin d'affinement, un certain besoin de faire les choses bien. Parce qu'une semaine de report, on se dit, pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Alors, la mesure de l'importance, il a dit encore, hein, c'est peut-être la mesure de l'importance que donne le chef de l'État à cette tournée-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Alors, je suis même très soulagé déjà qu'on ait quitté cette affaire de porte à porte. Franchement, comment on pas dit, seul. Porte-à-poti. Franchement, maintenant, on respire mieux. On respire vraiment beaucoup mieux. Alors, un sujet très difficile. Oui, vous savez, la tournée, même le 12, ça peut être encore reporté. Parce que, pour l'expérience que j'en ai eue, c'est pas simple. Vous voyez, l'organisation matérielle logistique, la constitution des équipes. L'équipe qui peut parler à Abomey ne convaincra pas forcément à Nati Tengou, ne convaincra pas à Malanville. Donc, dans un premier temps, créer les équipes. Quand on crée les équipes, il faut créer des équipes pertinentes. Ce n'est pas tous ceux qui sont d'Abomey qui peuvent parler de façon pertinente à Abomey. Donc, trouver les gens qui peuvent parler et dont la voix peut porter dans les régions et tout. Et vous voyez le nombre de régions qu'il y a dans le pays. Et le chef de l'État a combien de collaborateurs? À moins de considérer que, comme il est le chef de l'administration, que tout le monde se mettra à sa disposition. Donc, quand lui-même circonscrit plutôt, autant pour moi, circonscrit en fait l'étendue de ce qu'on appelle, on peut appeler ses collaborateurs, au-delà des ministres, les conseillers, qui est-ce qu'il peut ajouter et tout, créer le grand groupe. Aller maintenant, partir du grand groupe pour créer les subdivisions. Et créer les subdivisions de façon efficace. Il ne faut pas frustrer. Non, ce n'est même pas une question frustrée. De façon efficace. C'est-à-dire, pour que celui que... La preuve, regarde, de façon culturelle, par exemple, quand tu prends quelqu'un qui parle à Cotonou, parfois, pour la plupart, il se trouve légitimement à parler à Abomey. Ce n'est pas la même chose. Dans la pratique, quelqu'un qui parle le fond, par exemple, et qui est très audible à Cotonou, peut parler son même fond à Abomey et ne pas être audible. Il peut parler le fond d'Abomey, être audible et ne pas être audible à Djidja, dans l'arrière-pays fond. Ouais, c'est pas simple. Maintenant, chacun a son profil. C'est-à-dire, il y a le profil, il y a des gens qui sont très bien quand il faut concevoir les idées et tout, mais qui ne sont pas très bien quand il faut les rendre. Donc, tout ça, il faut voir clairement dedans. Et comme c'est la première fois que l'expérience a été faite, parce que, comme on le disait la dernière fois, ça se faisait régulièrement au temps du régime passé. Mais avec le temps, ça a été souvent affiné. Parce que plus l'expérience se répétait, plus on essayait de... Les gens devenaient professionnels. Voilà, on comprenait ceux qui vraiment prenaient du plaisir, de la passion et tout. Et généralement, ceux-là, ils y retournaient, les autres étaient appelés à d'autres tâches et tout. Ouais, donc, c'est pas simple. C'est-à-dire, quand on décide de le faire, il faut savoir le temps. Maintenant, après ça, il y a l'organisation matérielle. Quand vous envoyez tous ces gens dans l'arrière-pays,
Tous ces gens vont dans leur pays, ils vivent comment? Ils dorment où? Ça fonctionne comment? La logistique. Toute la logistique, le déplacement, l'hébergement, tout, c'est énorme, c'est pas simple. La communication. Alors, je l'avais dit. Donc, du coup, moi, ça ne me surprend pas du tout. Et ça ne me surprendrait même pas que ça soit encore reporté. Je l'avais demandé la semaine dernière et pourtant c'est énormément revenu sur la toile au sujet de ce report-là. Les gens estiment que tout ceci est mis en œuvre parce que cette descente sur le terrain s'assimile à une sorte de pré-campagne. Je reviens là-dessus. Bon, bref. Hein, c'est normal, c'est normal. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes en train de grillonter le temps qui nous sépare. Non, mais moi je me demandais, mais en fait, ce genre de soupçon... C'est une opération de charme qui s'en va être faite à l'endroit des populations. On ne peut pas départir la campagne de cette sortie. Sinon, pourquoi il faut sortir? En fait, cette résilience-là, elle se pose déjà, non? On est déjà dedans. Le problème dit ça, c'est donner vraiment le sentiment qu'on est dans un jeu où il y a un vrai péril. Où est le péril pour le gouvernement? Il n'y a aucun péril. Il y a péril. Il y a péril. Vous allez expliquer. Oui. En face de vous, vous avez qui? Non, il n'y a que l'opposition va aux élections. Non, mais arrête de dire opposition. L'opposition, c'est qui? L'opposition, c'est même sous sa forme domestiquée, va aux élections. Et c'est les Béninois qui ont voté. Ces Béninois qui sont très fâchés actuellement. En fait, je ne perçois pas la chose de cette façon. C'est-à-dire que la volonté de rendre compte, la reddition de compte et tout, d'abord, premièrement, à mon avis, c'est ça. Mais effectivement, il y a une arrière-pensée derrière. Ça, je ne refuse pas. Mais l'arrière-pensée, ça peut être juste que... Attends, le président de la République a dit qu'il veut, à la fin, être porté en triomphe. Comment on te porte en triomphe? Si on ne sait pas ce que tu fais. Si la vie devient de plus en plus dure, si la vie devient difficile, comment on te porte en triomphe? Commençons d'y par là. Parce que le reste... Quand c'est bien expliqué, le reste, moi je crois que... Pour gagner les législatives... Non, n'oublions pas le fait que le président en lui-même, avant la présidentielle dernière, a dû faire une sortie. À 2 mois, je crois bien, ou sinon à 1 mois des élections, il a dû faire une sortie pour expliquer son mode de gestion de l'État aux populations. Ce que les gens ont apprécié. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire partie de la délégation. Et partout, quand j'ai écouté, ce n'est pas faux. Vous savez, il y a une perception que lui-même avait du rapport qu'il a avec les populations et dont il a parlé dans Jeune Afrique, où il disait, j'ai pris le risque d'être impopulaire. Il est arrivé un moment où... Vous avez envie d'être populaire. Voilà, non, peut-être pas en croyant à tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Il s'est dit réellement qu'il était impopulaire. Enfin, rien ne prouve réellement. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on peut être sûr d'une chose. Il y a un désir de changer la communication. Un désir d'être plus... Est-ce que ce n'est pas lié déjà à ce qu'il a dit dans Jeune Afrique? D'être aimé. Puis dans Jeune Afrique, il a dit qu'il a pris le risque d'être impopulaire. Donc, il est en train de dire, je suis impopulaire. Mais à l'époque, on a dit... Mais il a été élu. Non, tu ne m'as pas compris. Non. C'est-à-dire, on s'est dit, mais pourquoi il croit qu'il est impopulaire? Parce qu'il sait qu'il a pris des mesures qui ont fâché. Non, mais ça ne suffit pas. Les déguerpissements, les échauffourées de 2019. Un philosophe l'a dit, quand vous affirmez votre leader avec fierté, vous devenez beau. Non. C'est un génie. Mais est-ce qu'il était vraiment impopulaire? Quand il disait ça, il était impopulaire? Il était impopulaire. Non, je ne crois pas. Quand il a dit ça, moi je fais partie des rares qui ont dit non. En fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça. En fait, nous sommes dans une sociologie. En 2001, à la veille des élections présidentielles 2001, il y avait eu, si tu te souviens, l'affaire de la Sonacor qui a été vendue, l'agent de la Sonacor. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de scandales dans le pays que la RB utilisait. Ou toi-même, tu te dis, quand tu regardes tout ça, tu te dis, comment Kérékou pouvait se faire réélire? Tu as vu les résultats de Kérékou? C'est pratiquement au premier tour. La popularité chez nous ici, de quelqu'un qui est déjà au pouvoir, ne se passe pas sur le ressenti de la population. Non, ne se passe pas sur le ressenti immédiat. Il faut intégrer le fait que quand tu es chef et que tu es accepté, tu pars toujours avec une grande longueur et avec, comment dire le mot, les gens te tolèrent beaucoup. Déjà parce que tu as pu être leur chef. Oui. Mais quand tu es leur chef et que tu veux lire les choses, lire les réactions avec les mêmes yeux ou ressentir les choses avec les capteurs
d'un homme normal, tu vas te tromper. Parce que quand les gens se lèvent, moi je me rappelle à l'époque où on écoutait la grogne matinale. Oui, tout le monde, tous les collaborateurs du président de la République étaient obligés d'écouter la grogne matinale, écouter quelques chroniqueurs le matin pour que le président se faisait son humeur de la journée sur ça, alors que ça n'a strictement rien à voir. Tout à fait. Allez, je reste avec vous, Tibio Salagay. Donc moi je crois que ça ne peut pas, je ne crois pas que cette sortie soit abus politique ou électoraliste. Parce que je crois qu'il n'en a pas besoin. Ok, il n'en a pas eu besoin la dernière fois pour avoir... Je prends votre carton, je prends votre carton sur le report et le souci d'affichage. Non, je trouve le report est normal à mon avis. Normal. Donc ce n'est pas un vert, c'est un blanc. Un blanc. Je l'ai dit, très bien, c'est normal. Ça me paraît normal. Oui, moi un vert. Un vert, très bien. Ben, il n'y a pas grand-chose. Le vert, ça veut dire que c'est bon. Moi, je dis que c'est normal. Normal, ça ne veut pas dire vert. Non, c'est bon. Toi, tu as été neutre. Moi, non, le blanc, ça veut dire que c'est normal. Mais le vert, ça veut dire je soutiens. Je soutiens. Il soutient. Voilà. Parce que là, il y a un détail. Le service de communication du chef d'État n'a pas bien défini ce qui reviendra aux organes de presse. Nous sommes des entreprises commerciales. Non, c'est le gars de Commencé qui veut se réveiller. On ne va pas lui permettre de se réveiller. Le mendiant national. Attends, ce genre de sortie, c'est souvent pour célébrer l'échec des médias. Parce que quand les gens sortent directement, c'est pour aller en contact directement avec la population. Ils vont apprendre des choses. Mais s'ils vont directement en contact avec les populations, par exemple, de, je sais pas quoi, de Banté, toi, ton média va servir à quoi? Chaque ministre, chaque député a intérêt à ce que le président sache ce qu'il est en train de faire là-bas. Non, ça c'est autre chose. Des médias. Ok, donc toi, tu te places à un niveau, c'est-à-dire c'est au niveau de... La com. Non, la com dont tu parles là, ce n'est pas vraiment au niveau du contact avec les populations. C'est-à-dire c'est la com de classe, c'est-à-dire les réseaux et tout, il faut que mon média... Sinon, je veux dire, si les gars trouvent le moyen, au lieu de se placer dans les médias, si les médias sont vraiment efficaces pour atteindre les gens, ils vont pas les médias ici parler dans les médias. En se disant, parce qu'on a parlé dans les médias, tout le monde est informé. Mais s'ils se déplacent, c'est quand même un procès des médias. Non, c'est le contact de la chaleur là qui vient. Alors, je m'en vais clore, Aboubacar Takou, je m'en vais clore ce deuxième panel. On nous avait dit dans un premier temps que c'était reporté à une date s'inédiée, que c'était vraiment la panique à bord. C'est seulement aujourd'hui qu'on a, à force de creuser et de fouiller, qu'on a fini par savoir que ce n'était qu'un report. Parce que sur le report s'inédié, c'était vraiment la panique à bord parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on a parlé de ressemblance, de comparaison avec Yuki? Est-ce que c'est ça qui aurait suscité... Ah, je dis Yuki, Yaïboni. Ah, bon, c'est lui qui est Yuki? Bref, ça m'a échappé en plus, mais bon. Il n'avait plus le pouvoir, donc bref. C'est facile à boire. Avant, il était quoi? Il était peut-être... Je n'ai pas sorti ça, non, mais mon Dieu. Bref, est-ce que ce n'est pas la comparaison avec le pouvoir de Yaïboni qui a peut-être emmené le pouvoir à reculer, à peut-être renoncer à cette sortie qui était quand même indispensable à l'avenir de ce second quinquennat qui se veut hautement social. J'aime bien dire ce hautement social. Quand je dis hautement social à côté de la rupture, là, moi, je me suis bien comme ça. Bref, on va donner un neutre aussi à ça parce que bon, on attend le 12 mai pour voir un peu comment tout ceci va s'enchaîner, va se raccorder un peu pour qu'on voit un peu quel sera le discours sur pièce et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra apprécier, qu'on saura apprécier l'impact donc de cette descente sur le terrain de l'équipe du président Patrice Talon. Nous abordons... Parce que le président aussi va descendre sur le terrain? Non, je ne crois pas. Il n'est pas prévu. Il est logé en d'orchestre, il organise des choses. Alors qu'on l'attend tellement chez les militaires et chez les hommes, bref. On se retrouve... informe-nous. On se retrouve juste après pour le melting pot. On parlera... tu as une pour demain. Non. Le militaire, il faut s'en méfier. Est-ce qu'on va leur demander de fermer l'émission pour qu'on puisse annoncer le melting pot qui ne parlera que du recul du Bénin dans le classement Reporters sans frontières? À tout de suite.
Dernier virage, nous abordons le recul du Bénin dans le 20e classement du réseau de Reporters sans frontières. 7 places en arrière, nous occupons la 121e place sur les 180 pays en lice. Pourquoi ce recul et qui en sont les responsables, Aboubacar? C'est toujours amer de savoir que à chaque, depuis ce moment, à chaque résultat ou de même publication de Reporters sans frontières, le Bénin recule. Et c'est la question est bien posée pour savoir qui en sont réellement les responsables. Je dis, il faut se dire la vérité, c'est d'abord nous les journalistes. Que faisons-nous réellement pour faire de bonnes productions, pour se faire respecter et s'imposer? Car ce que nous ignorons dans la corporation, c'est que l'exécutif n'a pas intérêt à avoir une presse libre autour de lui. Personne n'aime être critiqué. Or, le rôle de la presse, ce n'est pas d'encenser un pouvoir. C'est de mettre le doigt là où ça fait mal, afin d'avoir un exécutif éveillé et au service de la nation. Donc le pouvoir fera tout pour restreindre quotidiennement, et ce n'est que pas, je ne dirais même pas une presse médulaire, que le pouvoir exécutif se retrouve dans cette dynamique-là. À nous, professeurs des médias, de nous prendre au sérieux, d'occuper l'espace, de nous imposer, d'être solidaires, d'avoir un objectif pour nous imposer au pouvoir et se faire respecter. Et je crois que sur ce terrain-là, rien n'est fait en dehors de notre jalousie clanique, de la bêtise qui nous caractérise et du fainéantisme qui nous caractérise. Parce qu'aujourd'hui, quand on revient à tâtonnement sur l'affaire des unes sans contenu, où aujourd'hui, quelqu'un a un journal, il ne le tire pas en version, bon, c'est en version papier, a priori, mais on ne le tire jamais, on fait la une, on sort, que le journal soit reconnu légalement par la HAC, ou pas, on sort, on crée son petit chantage, on mange avec, on fait la manchette à 25 000 francs CFA, on peut même prendre 25 000 francs pour s'attaquer à un confrère, et tout se passe comme sur la cour du roi Péto. La HAC elle-même, d'ailleurs, elle n'était pas souvent réputée pour défendre les journalistes. Non, bien au contraire. C'est un conglomérat, me semble-t-il, de formation politique ou de politiciens, en griffes, qui sont là pour régner et pour même faire mal à la presse. Donc il revient aux fêtières, il revient à chaque journaliste qu'on prenne conscience et qu'on comprenne que le défi, c'est d'exister. Et pour exister, il faut se faire respecter. Et pour se faire respecter, il faut travailler. Donc la balle est dans le camp. Si on la joue bien, on sera respecté. Et la conséquence sera que le Bénin sera respecté. Du moins sa presse à l'international. Mais si on continue dans notre léthargie là, dans nos petits mots qu'on a gonflés, je crois qu'on n'aura aucun résultat. On sera toujours là. On va traîner les mêmes mots qu'on traînait depuis 25 ans. Tibur Salabé, à l'occasion de cette 20e édition, les précédentes nous avaient habitués à certaines sorties, à une certaine fièvre, quand même une certaine communion autour de cette journée-là. Mais cette année particulièrement, c'était carrément sombreux. C'était assez tristourné. On a carrément rien vu comme organisation, comme célébration, comme moment de réflexion où on réfléchit à la torpeur dans laquelle s'enlise chaque jour davantage la presse béninoise, qui ne fait plus la promotion de débats contradictoires, qui ne fait plus la promotion de contenus intéressant au niveau des programmes, des grilles de nos organes audiovisuels et compagnie, et surtout qui ne fait plus la promotion de cette rigueur intellectuelle qui accompagnait nos anciennes productions. Vous qui êtes du métier, qui roulez votre bosse depuis quelques dizaines d'années dans ce milieu-là, comment vous vivez cette sorte d'accalmie qui ne dit pas son nom autour de cette journée-là? Non, en fait, on a déjà dit ici que la presse est en crise. Ça, c'est vrai, la presse est en crise. On peut faire le procès du gouvernement, des dirigeants et tout, mais en même temps, comme l'a fait avant moi Abou,
c'est qu'il faut se demander, mais quelle est la solidité que cette presse a pour s'effriter si rapidement en quelques années? Parce que ça parle de 2016 qu'on nous a parlé de normocommunication. On a vu quelques mesures qui ont été prises, qui étaient des mesures quand même à effet, enfin, c'était des mesures assez difficiles pour les médias, mais rapidement, tout le monde, tout est devenu très clairsemé. Et la preuve, vous voyez, il n'y a pas longtemps, quand même, Aboubakar Takou lui-même a voulu totalement abandonner la version papier et tout, ça dit, à cause de la crise. Mais cette crise n'est pas seulement analysée dans le sens du rapport que les médias ont avec les dirigeants. Il y a déjà le défi que la digitalisation a représenté pour les médias. Il y en a qui ne se sont pas préparés. Donc la digitalisation, avec son corollaire de naissance des réseaux sociaux et tout, où tout le monde est devenu donneur d'informations. Un métier qui était réservé aux journalistes est devenu le métier de tout le monde. Donc, n'importe qui pouvait lancer un buzz, comme on le dit, se lève, voilà, non. Du coup, le métier a été dilué. Mais je me suis toujours dit que c'est parce que les médias ne se sont pas préparés à ce type de réalité. De réalité, je veux dire, à ce type de réalité. Et c'est pas que la presse écrite. Ça a frappé tout, ça a frappé la télé. Effectivement, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que même quand tu fais une émission télévisée dans les télés traditionnelles telles qu'on les connaît, à part la télévision nationale, qui a l'avantage de couvrir tout le territoire national d'un coup, non seulement de couvrir tout le territoire national, mais qui est pratiquement la seule qui peut parler pratiquement toutes les grandes langues qui existent dans le pays. Parce que quand tu as une télévision privée, tu as quel moyen pour embaucher tous ces locuteurs et tout et tout. Donc, la télévision nationale, tu peux dire, est hors compétition totalement. Bon. Mais quand on laisse ça, quand tu prends les autres télés, quand tu prends les autres, tu es obligé, quand tu fais une émission télévisée, toi-même, d'aller faire la promotion de l'émission sur les réseaux sociaux. Donc ça ramène encore la question. Tout revient aux réseaux sociaux. À mon avis, ça me rappelle encore les procès, on va dire, de Joël Aïvo et de Rika Madougou, par exemple, où on a vu que ce n'étaient pas les médias traditionnels qui nous avaient informés, mais plutôt un internaute, c'était UX Osukwe, qui avait fait la une sur sa page. Et puis tout, voilà, et qui dame le pion à toute la presse, tout le monde allait sur sa page pour savoir d'une heure à l'autre quelle a été la déclaration de ci, quelle a été la déclaration de ça. Moi, je crois que c'était déjà ça, la vraie crise. La vraie crise de cette presse. Et qui est une presse à créer, à recréer. Donc en fait, ce recul, ce n'est pas tous les éléments sur les critères qui nous ont fait. Voilà, les critères qui font qu'on recule tout le temps. J'en connais. Bon, ce n'est pas tous les éléments, mais je me dis quand même qu'il y a une vraie crise. Vous voyez? Et les journaux, de plus en plus, déjà, vous allez être d'accord que l'audience des journaux s'est totalement effritée et tout. Sinon, si c'est la liberté d'expression, si vous me demandez si vraiment les journaux sont libres aujourd'hui de s'exprimer, je ne serai pas radical. Je ne serai pas radical parce que, ouais, moi par exemple, je dis exactement ce que j'ai envie de dire. Je dis les choses que j'ai envie de dire. Et je peux dire que je n'ai eu aucun problème. Je n'ai jamais eu aucun problème. Parce que je m'apprêtais à vous demander rapport au DDJ, quel était... Je savais qu'on allait y revenir, mais allez-y. Moi, je dis les choses que j'ai envie de dire. Ça ne me pose sans pas aucune de pression. Donc, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans bientôt et tout, dans quelques semaines. Ça fait 4 ans. Et toutes les semaines, vous êtes d'accord quand même qu'on n'est pas tout le temps... On n'est pas très amène avec le système. Autant avec le système qu'avec l'opposition, ou avec tout, on n'a pas de camp. Donc, mais il y a la façon de dire les choses. Il y a la façon de dire les choses. Il m'est arrivé souvent de recevoir des jeunes qui sont passés, qui ont dit, tiens, nous-mêmes, on a envie de faire un journal satirique, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça.
Ben, je leur ai dit de faire quand même attention, parce qu'il faut savoir très bien ce que vous voulez faire. Ne faites pas la satire qui veut. Parce que vous voulez faire la satire, si vous mettez à insulter les gens, vous allez vous retrouver. Vous ne ferez pas un mois, vous irez à la criette. Alors, voilà, parlons de la criette, c'est là-bas que la compétence, à mon avis, importe beaucoup. La compétence importe beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Alors, j'en venais à la criette justement parce que je voulais savoir si, dans les critères et ces choses-là qui ont fait regresser le Bénin, l'impact de cette fameuse cour de répression n'en était pas un peu pour beaucoup, parce qu'on a quand même eu quelques journalistes qui ont eu maille à partir avec cette cour. Et donc, est-ce que son avènement dans le paysage judiciaire n'a pas été comme une sorte de hache, je ne parle pas de notre hache, mais de hache vraiment sur la tête, ou de fusil braqué sur la tempe des journalistes. Mais avec disons le bémol qu'il a apporté tout à l'heure, et pour moi qui chronique quand même sur la toile, je puis dire que jamais je n'ai été interpellé. Pourtant, Dieu m'est témoin qu'il m'arrive de frapper parfois sur le système en place. Donc, est-ce que ce n'est pas dans la manière de faire les choses que ce gouvernement-là avait des comptes à régler avec une certaine presse? Et je dirais que le procès qu'on fait à la criette, c'est parfois un procès en sorcellerie. D'abord, il s'est posé à nous un environnement juridique qu'il faut étudier. Je parle des deux lois qui nous gouvernent aujourd'hui. La loi sur le numérique, vous appelez ça, non? Et la loi sur la presse. Dans la loi sur la presse, nous avons déjà gagné la dépénalisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux oui, mais même la dépénalisation a été contrebalancée par la criette. J'en viens en disant que l'usage de cette seconde loi, à savoir la loi sur le numérique qui a été votée par les politiques, c'est cet usage qui nous crée des problèmes. Pourquoi? Vous savez, dans la disposition, je crois, l'article 558, lorsqu'un journaliste, par exemple, quand je prends l'exemple de DDJ, ça ne va jamais arriver, et quand quelqu'un écrit dans DDJ et que d'autres publient sur les réseaux sociaux, au tribunal, on ne pourra jamais juger le rédacteur de DDJ à l'aune de la loi sur le numérique. Non. Il y a la disposition, l'article 558, qui clarifie bien les choses. Mais les juges qui nous jugent là, d'abord, ils ne sont pas souvent au fait de ça. Les avocats qui nous défendent non plus. Nous-mêmes, dans une ignorance totale, si bien que tu peux être journaliste, détenteur d'une carte de presse, avoir écrit dans un tabloïd et assigné, et qu'au tribunal, on t'applique une loi à l'aune de laquelle on ne doit pas te juger, et tu te retrouves en prison bêtement. Est-ce que ça fait partie des critères effectivement, qui ont pesé dans le classement? Réduction d'espace de liberté. Toutes les fois où il y a un journaliste convoqué à l'OCRC, convoqué à la brigade économique financière, convoqué à la criette ou je ne sais où, ou au tribunal classique, automatiquement, les gens prennent acte. Puis encore, quand il y a une fermeture de l'espace de liberté totalement, comme ça a été le cas de nos confrères de Soleil FM, tout ça, là, cela entre dans la balance. Et il revient, c'est vrai, à l'État. Quand il nous dit que si nous savons utiliser notre liberté, si nous savons écrire le français, dire de être bonne professionnel, manière, on va dire. Être professionnel, les choses que cela peut nous épargner, il faut aussi compter avec le gouvernement et la justice. La justice en est pour quelque chose. Il faut que nos juges soient outillés à faire la part des choses quand la personne qui se sent diffamée assigne. Parce qu'elle assigne dans le but de faire mal, et très mal. Donc si le juge prête flanc à ça, et que nous n'avons pas des avocats, heureusement que nous avons des confrères qui sont aujourd'hui avocats dedans, qui peuvent nous aider, nous allons tous tomber et jamais on aura un bon placement. Alors, une question qui n'est pas du tout à propos. Vous avez déjà été condamné, je ne parle pas de la condamnation qui vous a fait partir en exil, hein, mais est-ce que J'ai gagné. Oui, voilà. Est-ce que Taku a déjà été condamné? Bon, toutes les fois où je suis en conflit avec un tiers, je crois que soit j'obtiens qu'il retire sa plainte par le suppliant. Parce que journaliste, quand quelqu'un me prend en adversité au point de m'assigner et dit je fouille sur toi, tu as 3 mois pour avoir un président si tu peux, mais durant ces 3 mois là, j'ai la possibilité de te finir. Donc tu as intérêt à retirer ta plainte, primo. Secondo, je crois que par l'expérience que nous avons acquise aujourd'hui,
il est un peu difficile quand même de m'essayer de gagner. J'ai jamais fait la prison, j'ai jamais été condamné, c'est curieux. Ça fait 25 ans de métier. Je prends votre carton aussi. Et j'écris très osé, mais jamais condamné. C'est vrai que j'ai deux associations actuellement, dont celle de nous dit ça allait. Mais moi je parle. Donc c'était une réponse visée en fait. Oh, je vais gagner. D'accord. Parce qu'il est coupable. Est-ce que je peux avoir votre carton sur le recul? Bon, le carton, c'est contre le monde de la presse. C'est rouge contre nous. On ne fait rien pour être respecté. Tibus, ça avait votre carton. Avant de donner le carton, j'aimerais dire quand même que par rapport à l'élément concernant le code du numérique, il faut dire que depuis que le code numérique a été voté, nous avons chaque année reculé. Parce qu'effectivement, quand tu lis ce code du numérique, il n'y a que les juges, la magnanimité des juges qui peuvent vous sortir d'affaires. Vous voyez, quand vous lisez, vous n'avez même pas envie d'écrire un mot sur la toile. Donc, en fait, la responsabilité est partagée. C'est-à-dire que si le politique, voulant se protéger à outrance, met la barre à un niveau où le journaliste se trouve écrasé, on va continuer de reculer. Ou alors la loi va exister, et pour pouvoir arranger notre place dans ce classement, la loi ne sera pas appliquée. Or, dès que les gens connaissent la loi, dès que un tiers connaît la loi et que tu es sur un dossier par rapport à lui, tu as beau avoir raison n'importe quand tu lis la loi. Tu es crucifié. Oui, tu es crucifié. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on était en train de dépénaliser la loi sur la presse, en même temps, on a déporté vers la criette, toutes les prérogatives, vers le numérique, le crime, en sachant bien que tout le monde était sur le numérique. Tout le monde est sur le. Donc aujourd'hui, du coup, même quand tu écris un journal aujourd'hui, pour sa visibilité, tu es obligé de l'envoyer sur la toile. Donc du coup, on s'est retrouvé dans un piège autour. Mais je me rappelle il y a une vingtaine d'années, on a dû finalement avoir une rencontre avec, à l'époque, je ne sais pas qui était procureur, on a dû avoir une rencontre, les médias, les responsables des médias et tout, parce que les assignations se multipliaient, il y avait énormément de problèmes. Et puis on a dû discuter avec eux. On a dû discuter en se disant, il n'y a qu'en se tenant les mains que nous pouvons avancer. Sur la plupart des dossiers que vous avez besoin de nous. Et nous avons besoin de votre protection. Nous sommes arrivés à la fin. On a trouvé finalement, à l'époque, je veux dire, on a trouvé finalement un modus vivendi, un terrain d'entente, un compromis. Ils nous ont dit les choses à ne pas faire. Quand vous avez une assignation, ne fuyez pas la justice, venez, tout. Un peu bref. Donc je me dis, vraiment bref. Il y a ce genre de coalition. Il faut peut-être encore réinstaller et tout, et créer un climat de paix. Et il y a un aspect. Avec eux. Il y a un aspect. Pardon, là, j'ai vraiment le mission terminée. La hack aujourd'hui, là, elle fait quoi pour nous? Ah, mais tu vois que curieusement, on ne dit pas un mot sur la hack. C'est grave. Donc c'est un signe. Chaque 3 mai, ils nous avaient habitués à 2 boutons. Il n'y a même plus ça aujourd'hui. À 2 boutons. Je prends votre carton, Tibus Sadagbe. Quel carton? Non, c'est du rouge. Du rouge. Alors, 3 journées internationales de la presse. Parce que c'est ce que j'ai dit. Il faut deuil dans la presse béninoise. Je crois qu'on est peu fiers de l'image que renvoie la presse béninoise actuellement au reste du monde pour un pays dont la démocratie et la vitalité du 5e pouvoir étaient véritablement adoubées dans la sous-région et même dans le monde. Aujourd'hui, on se retrouve à côtoyer certains pays dits dictatoriaux. Derrière le Togo. Derrière le Togo, voilà, c'est très peu flatteur pour nous qui étions précurseurs. Je vais perdre le fil de ma conclusion. On est derrière le Niger. Nous qui sommes précurseurs. Précurseur de je ne sais même plus quoi, mais bon, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Mes chroniqueurs ne m'ont pas permis, on est 121. Il y a 120 pays. On est 180 pays et on est 180 pays globalement. Et on est 180. J'étais en train de faire la conclusion, vous avez compris qu'ils ne me permettent pas de placer mon mot de fin, donc je vais m'arrêter là. Ils ont refusé que je l'aie, pourtant c'est moi qui ai la police des débats. Et nous, on parle pas. Vous aviez fini, vous aviez déjà conclu, vous avez même donné vos cartons, mais bon, vous n'avez pas voulu que... C'est quand même scandaleux.
Permets-nous d'en parler. Et il ne s'arrête toujours pas. Voilà. C'est peut-être à lui que je vais finir par donner le carton rouge qui est dedans aussi. Et moi, avec. Non, blanc. Allez, c'est un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Merci à la prod et à tous ceux qui nous accompagnent au cours de cette émission-là. On se retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine et on va peut-être pouvoir parler enfin de cette descente du gouvernement sur le terrain. Ça va donner un peu de peps. Oui, le 12. Pas sûr, hein, parce que le 12... c'est le jeudi. C'est le jeudi, non? Oui. Oui. Si c'est le 12, est-ce qu'on pourra déjà en parler? On serait en train d'en parler là. Ce serait la même chose là. On serait en train d'en parler. Ce sera le démarrage. Ici, le 12. Allez, on vous embrasse, on vous aime et ça fait la semaine prochaine. Merci à tous.